Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Tout d'abord, nous vous souhaitons une belle année, pleine d'énergie, de combativité, de joie, de belles choses, sans oublier une dose de chance. Le sujet du jour principal sera Parcours le libriste avec Simona Lévy qui sera interviewée par Alexis Kaufmann. Avec également au programme les 10 ans d'Antanac en début d'émission et en fin d'émission une chronique de Benjamin Bellamy sur la blockchain. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 janvier 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion en podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gonu. Salut Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Je rappelle qu'Antanac, le site c'est antanac.com avec un K et l'adresse d'Antanac c'est nos voisines au 18 rue Bernard Dimet. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors je crois qu'aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Tout à fait, un peu spéciale. Une fois n'est pas coutume. Nous sommes en 2025. Je souhaite à tous les auditeuristes une belle année, en effet, comme tu l'as dit, pleine de joie. Et je vais juste, moi, faire une toute petite introduction, puis après je vais me taire. Puis là, je suis contente parce que c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Et donc je remercie les 8 personnes qui ont accepté de dire un petit mot à cette occasion, puisque oui, Antanac a 10 ans et nous allons faire une fête. Je dis un petit mot après que tout le monde ait parlé. Merci Étienne de lancer. Quand tu veux. Je suis arrivé en 2014 sans connaître personne. J'ai été séduit par l'engagement de l'association à promouvoir le logiciel libre. En effet, pour moi, les principes du libre sont des idées fortes et généreuses, porteuses de liberté et d'indépendance, mises en œuvre à travers le partage et la collaboration. Toute chose que je souhaiterais d'ailleurs voir déborder le monde du logiciel, de l'informatique. En pratique, ce que j'ai aimé à Antanac, c'est de pouvoir aider les personnes à s'initier à l'informatique. Quel plaisir que de voir une personne qu'on a connue craintive, timide face à un ordinateur, donner des conseils, après quelque temps à Antanac, à d'autres adhérents. Bonjour, je m'appelle Ulfat. Je suis arrivé à Antanac en 2015 en tant que bénévole. J'ai validé ma licence professionnelle gestion et traitement des déchets en alternance avec Antanac. Pour moi, Antanac était toujours un endroit avec une ambiance bienveillante et accueillante. J'ai remarqué qu'on a des ordinateurs obsolètes qui prennent la place à un sous-sol. Cette problématique donnait une idée de démanteler ces ordi et les trier et trouver des moyens à les accompagner jusqu'à leur fin de vie. Dans ce cadre, on a commencé à ramener le matériel obsolète à Paprec, dont cet matériel, il y avait ferraille et plastique. Par contre, on a gardé les cartes imprimées, par exemple carte mère, etc., parce qu'on n'était pas sûr que c'est recyclable proprement encore. Bon, moi, je suis arrivé à Antanac en 2016, et en fin de compte, ce que j'ai découvert dans ce monde du libre, c'est leur distribution des logiciels qui sont très intéressants. Alors que moi, venant du domaine professionnel, j'étais habitué à Windows, et ça a quand même chamboulé pas mal de choses, mais j'y ai découvert certaines distributions vraiment très intéressantes au niveau de la bureautique principalement, parce que moi c'est plutôt la bureautique, et vraiment je trouve que ça donne une autre vision du numérique et de l'accès au numérique. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai découvert principalement en arrivant à Antanac. Voilà, et je me suis familiarisé avec, et je trouve que certaines vraiment, oui, ça donne une autre, c'est très intéressant, quoi. Je suis arrivée à Antanac grâce à un tract qui m'a été distribué dans la rue.
Alors moi, j'étais venue pour le logiciel libre, je m'intéressais à Ubuntu. Et puis, je me suis retrouvée embarquée dans la réalisation des chroniques numériques. C'était des documentaires artistiques sur notre rapport au numérique. Alors après, j'ai été écrivaine publique. Et puis, seulement quelques années plus tard, donc, après mon arrivée, je me suis mise sérieusement à installer des logiciels, à préparer les ordis, mais aussi, j'ai fait de l'animation d'atelier, du dépannage, de la réparation. Enfin, tout ça, tout ce parcours, ça retrace que ça montre qu'il y a plein d'activités, différentes activités à Antanac. Donc, toutes ces activités, elles s'articulent autour du logiciel libre, de ses valeurs. En 10 ans, on a partagé, transmis, pas que des ordis avec GNU Linux dessus, mais aussi toutes les valeurs du logiciel libre, de transmission de savoir, le partage, le sens du commun. Alors on a des activités de base récurrentes, celles qu'on fait tout le temps, les habituelles, la récup, la préparation d'ordi, l'entraide numérique, le don, tout ça. Mais on a aussi des projets qui naissent. On a des idées, on se les partage. Toute l'équipe, on découvre ensemble, on apprend ensemble, on met les idées en œuvre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant. Je m'appelle donc Cédric, j'ai rejoint Antanac en août 2018, à un moment de ma vie où j'étais un petit peu dans un questionnement, particulièrement sur mes questions professionnelles, sur mon avenir professionnel, et j'ai été très bien accueilli de manière très gentille par l'équipe. Je suis venu tout simplement, j'ai toqué à la porte en demandant tiens, comment est-ce que je pourrais vous aider, et j'ai été très bien accueilli par l'équipe, et notamment Gracia qui s'est très bien occupée de moi et qui m'a très vite donné un ordi en disant voilà, tiens, si tu veux essayer de le désosser, de regarder, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai donc rejoint la différentes activités au sein de l'association, dans laquelle je me sens très bien, où je retrouve au sein d'une équipe très sympathique une vraie utilité pour la société. Antanac les 10 ans. Pourquoi Antanac ? Parce que j'avais du temps à donner et autant être utile. Et on reçoit autant qu'on donne. Parce que Antanac, c'est mieux que McDo. Venez comme vous êtes. Mais Antanac n'a rien à vendre, simplement à rendre encore plus autonomes les personnes qui s'adressent à l'association. Ça concerne aussi bien l'aide gratuite aux démarches administratives que les actions de formation sur des logiciels libres. Antanac est enraciné dans la vie concrète de tous les jours, des racines dans le quartier de la Porte de Saint-Ouen, comme d'autres associations locales qui contribuent à nouer le tissu social. Enraciné dans les convictions de ses fondateurs sur l'engagement collectif et individuel et la gratuité de ses actions. En contrepartie, Antanac demande à ses adhérents ou aux personnes qui font appel à l'association une participation comme venir au rendez-vous avec les bons documents ou s'impliquer au mieux dans les formations. Et pour en revenir à l'actualité, la fracture sociale et surtout numérique n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Plus ça va, plus l'Internet casse les relations humaines. Il fait froid, très froid en ce moment. Et j'ai remarqué un petit truc à l'occasion de ce froid, c'est que habituellement, lors de ce genre d'épisode, nos médias se rappellent subitement des sans-abri. Et souvent sur le ton de « ne vous inquiétez pas, on s'en occupe », ils nous confectionnent plein de petits reportages plutôt rassurants. Une maraude par-ci, une soupe chaude par-là, un maire qui ouvre une salle avec plein de lits de camp, le SAMU social qui renforce ses effectifs. Cette année, rien de tel, rien, pas un mot. Alors, est-ce que miraculeusement, il n'y aurait plus personne à la rue ? Est-ce que le président qui nous avait promis qu'à la fin de son mandat, il n'y aura plus un seul citoyen sans abri, qui aurait miraculeusement tenu sa promesse ? Non, malheureusement pas du tout. Bien au contraire. À Antanac, nous le constatons tous les jours. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. La situation n'a jamais été aussi dramatique. Ça touche des catégories qu'on croyait à l'abri. Des femmes, des enfants, des familles entières. Des personnes qui travaillent,
qui est en salaire et qui ne parviennent plus à se loger. Que le président en question n'a fait qu'empirer la situation. Avec son pote ministre Casparian, ils ont produit des textes encore plus expéditifs, permettant aux préfets, huissiers et bailleurs, qui s'en donnent d'ailleurs à cœur joie, d'expulser, de jeter à la rue à tour de bras. Ce qui a changé cette année, c'est plutôt une espèce de volonté d'invisibiliser le problème, de le cacher. Cachez-moi ce drame que je ne saurais voir. On n'en parle plus et le problème est réglé. Donc voilà, j'ai un micro et une occasion, alors j'en parle. Non, le problème n'est pas réglé. La situation de ces gens est de plus en plus dramatique, de plus en plus intolérable et de plus en plus révoltante. Je sais que, fort heureusement d'ailleurs, beaucoup en parlent, alors continuons. C'est le moins que l'on puisse faire pour empêcher que soit rendu invisible le drame de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Alors, Antanac, bon, heureusement qu'Antanac existe, au moins pour moi, mais enfin pour beaucoup d'autres gens, j'imagine. Parce que c'est quand même terrible d'être complètement dans une histoire totalitaire avec le numérique, avec les ordinateurs, complètement. Donc une subordination numérique, c'est insupportable. Enfin, je sais pas comment font les gens pour supporter. Toujours est-il que moi j'ai du mal, et puis je ne veux absolument pas m'adapter. Mais cependant, je reconnais que mettre les mains dans ces machines, eh bien, ça ouvre les yeux, encore plus que jamais. C'est-à-dire qu'on se rend compte de tout, disons, les processus, les process de je ne sais trop quoi, de construction. À partir de quoi c'est fait, on a besoin de telle et telle chose, de métaux rares, de ceci, de cela, de soudure, de cuivre, notamment de cuivre, de métaux, enfin, d'un tas de choses. Probablement de gens qui sont payés à moins que 3 francs 6 sous pour monter tout cela. Pour les acheminer, n'en parlons pas. Vous voyez ce que c'est que le transport maritime depuis 30 ou 40 ans. Et donc, pour que nous soyons tous dans la dépendance de ces machines. Quelque part, il existe aussi le libre, enfin, qui est une voie, ce qui permet encore de se servir du libre, c'est-à-dire de logiciels qui ne sont pas soumis complètement à la marchandisation dans tout leur déploiement, disons. Et ce qui crée des discriminations absolument insensées chez tout le monde. Et évidemment, chez les gens qui n'ont pas trop de moyens, les jeunes qui n'ont pas trop de moyens, n'en parlons pas, enfin bon bref. Donc en cela, le fait de venir à Antanac, de démonter, de savoir un petit peu comment ça se passe, eh bien au moins ça permet d'installer des logiciels libres, ça permet de se rendre compte de pas mal de choses, et puis c'est situé dans un quartier, donc au rez-de-chaussée, avec tout ce qu'implique un quartier de ce coin-là du 18e. Ça aussi c'est intéressant, c'est vivant quoi. Donc écoutez voilà, venez faire un tour à Antanac et vous vous apercevrez de ce très grand travail, je reconnais de ce très grand travail qui a été fait depuis bientôt 10 ans, puisque c'est l'anniversaire, bientôt Antanac aura 10 ans. Au revoir. Merci Étienne. Bon voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Merci aux auditeuristes d'avoir accueilli ces témoignages de 8 des personnes du noyau d'Antanac, aussi variés que les personnes sont, et avec l'ensemble des activités, de ce que chacun y met comme sens et comme émotion, etc. Et juste pour le moment, je ne vais pas rester plus de temps parce que le temps est imparti dans cette chronique. Merci à vous tous, toutes, là, Fred, d'avoir accueilli ça, d'avoir permis ce petit débordement. Retenez juste donc la date du 15 février. 15 février, ça sera la fête pour les 10 ans d'Antanac. On vous en dira plus la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Donc c'était la chronique d'Antanac et la deuxième partie des interviews, ce sera le mois prochain, donc en février. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons le parcours libriste de Simona Lévy. En attendant, nous allons écouter Variato 1A1 de Clave du projet Open Goldberg Variation. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
d'écouter Variato 1A1 clave du projet Opel Goldberg Variation, joué par Kimiko Douglas Ishizaka, donc disponible sous licence libre CC0, transfert dans le domaine public. Donc c'est une licence Creative Commons un peu particulière car elle permet de renoncer au maximum à ses droits d'auteur dans la limite des droits applicables afin de placer son œuvre au plus près des caractéristiques du domaine public. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui sera un parcours le libriste. Interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invitée est Simona Lévy, professeure en technopolitique et droit à l'Université de Barcelone, fondatrice de XNet, dont elle parlera tout à l'heure. L'échange a été préparé et sera animé par Alexis Kaufmann, professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciels et ressources éducatives libres à la direction du numérique pour l'éducation. Donc je vous laisse la parole. Bonjour Alexis, bonjour Simona, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Simona, ciao. Ciao. Ça fait plaisir. Oui, parce qu'on n'a pas préparé du tout l'émission avec Simona. Donc merci Frédéric. Quand tu m'as dit que vous recherchiez des personnes justement pour dans le cadre de ce format de parcours libriste, juste un tout petit mot peut-être pour Simone. Donc Simone, elle aura l'occasion de dire, mais elle n'est pas française. Et qu'est-ce qu'on entend par libriste ? C'est-à-dire, Simone, libriste, ce serait un peu activiste du libre, et on en fait libriste. Et en France, c'est considéré par les libristes de manière assez positive, mais ça peut être aussi utilisé contre les libristes. Par exemple, moi, au ministère, parfois, on m'accuse d'être le libriste du ministère, où on me dit « Oh là, mais toi, t'es un libriste de toute façon, donc par idéologie, nécessairement, tu vas dans ce sens et pas dans un autre. » Voilà, ça peut être aussi utilisé négativement. Fred, je sais pas si tu es d'accord, non, tu n'interviens pas, c'est mon moment. Voilà, donc c'est ça qu'on entend par libriste. Simone, je voulais le préciser, même si toi, peut-être, ça va être ma première question. Quand on a discuté ensemble, tu parlais de fighter, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire moi je ne suis pas tech du tout. En fait, moi je viens d'une militance activiste classique de gauche, et en 2006 j'étais fulgurée par l'internet et en même temps aussi probablement sans le savoir pour le librisme, dans le sens que j'étais surtout impactée pour la manière de travailler, de s'organiser, des hackers et de l'activisme des communautés online. Et c'est ça qui m'a approchée et a fait de moi comme une personne, maintenant que je travaille full-time sur ce sujet, sur les infrastructures libres, sur la démocratisation de la numérisation des sociétés, des administrations et tout ça, mais pas du tout d'une perspective technologique, mais plutôt d'une idée d'appliquer ce que l'infrastructure technologique de l'Internet nous propose et les formes d'organisation des communautés de software libre nous proposent comme nouvelle gouvernance. Ok, bon, merci. On aura l'occasion un petit peu de détailler parce que le parcours, il y a aussi, alors on va pas être chronologique au sens précis du terme, mais il y a quand même cette idée de parcours de vie. Et moi, donc moi j'ai regardé un peu ta fiche Wikipédia. J'ai fait comme mes élèves quand j'étais professeur. Donc tu as une fiche Wikipédia aussi en français. Et tu parles de 2000. Tu as cité l'année 2006. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être avant 2006, donc avant ta découverte de l'internet entre guillemets, comme tu viens de dire. J'ai vu que tu as, dans ta jeunesse, tu as un passé un peu artistique, notamment théâtral, actrice, metteur en scène. Donc moi, je voulais savoir... Alors, l'idée, c'est évidemment comment toute cette expérience passée nourrit ton action aujourd'hui, mais comment toute cette expérience, ce parcours théâtral, nous raconte un petit peu, parce que tu es né en Italie, et puis surtout, à un moment donné, tu t'es aussi retrouvé en France, et c'est pour ça que tu parles si bien français. Oui, c'est ça. Donc, mais moi, en fait,
je viens d'une famille très militante déjà, et donc j'étais très militante des très petites, et j'étais une très bonne élève mais très révolteuse, et comme quoi au baccalauréat on m'a puni, on m'a dit qu'on me punissait parce qu'ils n'arrivaient pas à me baisser la moyenne, et alors au baccalauréat ils m'ont dit qu'il allait donc me punir en enlevant 7 comment vous dites ça, 7 points pour mon non-respect de l'institution éducative. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas de respect de l'institution éducative. Et donc, je suis rentrée à la maison en disant, je fais pas l'université. Et donc, c'était la catastrophe familiale. Et je vais aller en France pour devenir danseuse. Voilà. D'accord. Mais quand tu dis à la maison, à l'époque, c'était où la maison ? La maison, c'était à Turin. À Turin, d'accord. Et donc, en Italie. Et donc, je suis venue à Paris pour devenir danseuse. Erreur, parce qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vont à Paris, au moins quand moi j'ai dit ça, pour devenir, à la fin des années 80, pour devenir danseuse. Donc, j'étais la dernière de tous les derniers. Donc, j'étais vraiment seule. Et heureusement, j'ai découvert l'école Lecoq. Et donc j'ai abandonné l'histoire de la danse, et pour moi Lecoq c'était plus qu'un professeur de théâtre, pour moi il était un philosophe, et donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport aussi à l'engagement et à comment transformer mon engagement en quelque chose qui arrive à plus de personnes, et donc la communication, etc. Et c'est comme ça que j'ai mélangé un peu mes soucis activistes de transformation sociale avec les formes de communication, et tout ça je l'utilise beaucoup encore, parce que ce que je fais surtout, donc j'ai une formation de metteuse en scène, ma formation disons académique, et je suis metteuse en scène. Et j'ai fait ça pendant, j'ai été actrice et metteuse en scène pendant longtemps, mais quand j'ai shift au numérique, j'ai en tout cas toujours fait des actions de mise en scène ou de ironique, ou de ce qu'on appelle activisme, utilisant l'art pour l'activisme depuis toujours. Donc j'ai mélangé les deux soucis et mes capacités dans les deux domaines. Continuellement. J'ai continué à faire des spectacles de théâtre qui expliquaient ce qu'on faisait dans la militance, et j'ai utilisé mes capacités de communication avec l'ironie, etc. dans la militance. C'est toujours mélangé. Et dans le théâtre, du coup, tu as plutôt choisi metteuse en scène que uniquement actrice, et ça t'a aussi peut-être intéressé de te retrouver en groupe, d'avoir des projets collectifs. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir quelqu'un qui me donne des ordres, même si gentiment. Donc, j'ai fait l'actrice pour manger au tout début de ma carrière pendant très longtemps, jusqu'à 2000. J'ai fait presque 20 ans j'étais actrice, mais très vite, j'ai organisé ma propre compagnie, et c'est moi qui faisais mes propres projets. Et c'est là que je suis venue en Espagne. J'ai habité 5 ans à Paris, et à Paris, j'en avais un peu marre déjà, mais en plus, j'ai eu un boyfriend qui me tapait dessus. Il m'a tapé dessus une fois, et on était un peu saouls, et j'ai dit, bon, ça doit être une erreur. Et quand il m'a tapé dessus la deuxième fois, j'ai vu que ce n'était pas une erreur, j'ai vu que c'était une habitude. Et alors je lui ai dit que je voulais me séparer. Il m'a dit, c'est pas possible parce que tu es ma femme. Alors là, j'ai compris que je devais pas discuter avec ce monsieur, et j'ai fait ma valise. Et je suis partie, et donc, tant à partir, je suis partie à Barcelone, parce qu'il y avait plus de soleil. Et là, j'ai été reçue par la seule amie que j'avais à Barcelone, et là, j'ai commencé, je me suis trouvée comme à la maison, et donc j'ai commencé à ouvrir une compagnie de théâtre. J'ai trouvé une maison dans laquelle je pouvais avoir un petit théâtre, et c'est devenu un petit théâtre underground assez connu à Barcelone pendant très longtemps. Et parmi les spectacles, j'ai noté Femina Ex Machina.
Voilà, moi peut-être tu pourrais nous en dire plus de ce spectacle, ça m'a interpellé. Oui, les 2 premiers spectacles que j'ai faits, c'était sur le féminin. Donc, Femina Ex Machina, c'était... j'ai toujours fait ces spectacles assez ironiques, donc c'était sur les clichés féminins. Mais notamment, j'avais maintenant, il y a un groupe français qui est devenu célèbre avec quelque chose que moi j'ai fait 20 ans avant, c'est-à-dire j'avais une bulle d'eau sur la tête avec de l'eau et des poissons. Et donc, je faisais la femme un peu, voilà, dans la tête dans l'eau et un peu, voilà. Et donc, c'était un spectacle assez marrant sur les clichés féminins. D'accord. On est à la radio, mais on s'imagine bien. Oui. Et puis, j'ai fait un autre spectacle qui s'appelait Non lavoreremo mai, on ne travaillera jamais, sur un peu plus sur sur les femmes tapées, mais surtout sur l'aliénation du travail et les conséquences dans les relations de l'aliénation du travail. C'était aussi un spectacle ironique, même si c'était... Moi, j'ai toujours cru qu'avec l'ironie, c'est un peu ce qu'il dit Spinoza, que c'est un monde qui nous pousse à les passions tristes, et donc il faut notre révolte, c'est travailler avec les passions allègres, plus heureuses, plus lumineuses. Mais en tout cas, théâtre ironique, mais aussi un théâtre à message, hein, dans le sens noble, positif du terme, engagé. Toujours engagé, oui, toujours engagé. Moi, je suis tombée dans la soupe, dans la marmite de l'engagement politique très petite, parce que ma famille était ultra militante, et donc pour moi, c'était comme une normalité, la militance. Et maintenant encore, c'est-à-dire si je dis arrête Simona, ça suffit, repose-toi, c'est pas la peine d'être dans toutes les batailles, je m'ennuie tout de suite, je deviens très nerveuse, et donc je dois être militante forcément. Et pour aller petit à petit un peu plus vers le numérique, j'ai noté aussi que dans les actions, enfin les spectacles que tu as montés avec ta compagnie Conservas, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça s'appelait, oui. Il y avait un spectacle où on remettait au public à la fin du spectacle, un peu sur le modèle de la culture libre, hein. À la fin du spectacle, on pouvait repartir avec un CD-ROM, avec le texte, les vidéos, les images, etc. Oui. Là, c'est quand j'ai découvert l'Internet et le librisme, c'est-à-dire ce spectacle-là incluait... Moi, depuis quelques ans avant ce spectacle, je crois que c'était 2005, j'ai commencé à faire un truc qui était prendre les législations qui nous imposent très normalement et les traduire en spectacle. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une législation sur le comportement civique dans la ville de Barcelone. Et donc, là, en lisant la législation, tu vois en fait c'est-à-dire, c'est des pièces de théâtre en fait, parce que tu vois où ils veulent te mener, mais en disant autre chose, mais en fait, ce qu'ils veulent te mener est, par exemple, à la criminalisation du skateboarding dans la ville de Barcelone, ou la criminalisation. Donc, j'ai commencé à mettre en scène les législations. Et quand j'étais fulgurée par l'Internet, très peu d'années après, j'ai fait tout un spectacle sur les législations sur le logement, mais aussi sur les législations sur la propriété intellectuelle, les législations de propriété intellectuelle et les paradoxes, évidemment, sur la culture qui en fait devrait circuler, mais qui en fait est empêchée de circuler et d'être culture par les lois qui devraient la protéger. Et ce spectacle-là, c'est le premier spectacle. À partir de là, tout ce que j'ai fait a été avec du Creative Commons, et à partir de là, j'ai commencé à travailler le sujet très fort, parce que aussi tout ça a commencé parce que le début du spectacle était avec une vidéo sur la spéculation immobilière d'une banque très connue ici en Espagne, et cette vidéo avait été éliminée de YouTube par la banque en disant que c'était à cause du copyright. Et en fait, ce n'était pas le copyright, parce que la musique était nôtre, tout était fait par nous. Et donc,
le copyright était utilisé comme une excuse pour la censure de ce que vous voulez dire dans ce spectacle, pour censurer la culture. Le copyright utilisé en fait pour la non-circulation de la culture. Et donc c'est par là que vraiment j'ai commencé à m'engager complètement, et on s'entend que c'était une responsabilité comme artiste. Si quelque chose qui était dessiné en nous disant que c'était pour nous protéger, qu'en fait c'était quelque chose qui était en train d'empêcher la circulation de l'information, et que j'avais des responsabilités par rapport à ça, et c'est là que je commençais à être full dans le sujet. Oui, parce que en France aussi, là on parle des années, au milieu des années 2000, hein, c'est ça. Oui, parce qu'on a aussi une loi des lois qui ont voulu, entre guillemets, criminaliser un peu le partage. Voilà. Ça avait démarré avec Napster, et puis ensuite c'était sur les BitTorrent, etc. Enfin, ça remonte à loin, on ne veut pas faire les anciens combattants, mais on a connu des lois où on a voulu effectivement être très très... se montrer dur vis-à-vis des internautes qui partageaient, qui voulaient juste partager la culture sans en faire profit d'ailleurs. Et il a fallu effectivement, ça a été d'ailleurs pour les libristes de l'époque un moment important, et notamment certains, un moment d'engagement politique en France. En tout cas, on appelait ça la loi Hadopi chez nous et les suivantes. Ouais. Oui, voilà, si et sinon, on avait la ley Sinde, et on faisait ça. Moi, depuis ce moment-là, on est devenus sœurs et frères de la Quadrature du Net, parce que vous étiez sur l'Hadopi, ici on était sur la ley Sinde en même temps, et c'était vraiment le même combat, et on a bien rigolé, et on a ainsi pas mal gagné. On a eu un peu de tout, donc c'était un moment assez intéressant, oui. En tout cas, donc c'est un moment où tu t'intéresses au numérique. Peut-être que tu rencontres aussi des groupes ou des personnes qui viennent de ce monde de l'open source, qui sont plus informaticiens, développeurs, etc. C'est pour t'amener petit à petit à la création de XNet, ou de peut-être il y a eu une autre structure qui a précédé, donc je me souviens plus du nom, mais un petit peu pour comprendre un peu la genèse de tout ça. Oui, ça s'appelait ex-GAE, parce qu'ici, la SACEM, notre SACEM s'appelle SGAE. Okay. Et donc, nous, on disait qu'on était ex-GAE, comme ex-boyfriend. Et on a duré comme ça pendant 2 ans. Ça a été très rigolo, parce que ici, la SACEM locale était très dure avec toutes les petites boutiques qui avaient une petite radio. Et donc, on avait la chance que la SGAE était connue par tout le monde, parce qu'elle faisait chier tout le monde. Les boulangers, les coiffeurs, tous avaient une visite. Donc, il y a eu un moment extrême d'abus de pouvoir de part de la SGAE. Et donc, nous, on était ex-GAE, dans le sens qu'on voulait, voilà, que ce soit du la SGAE. Et on a tenu avec ça pendant 2 ans, et après, la SGAE nous a envoyé un burofax en disant que on était en train de salir leur marque enregistrée, et qu'on devait changer, sinon on aurait eu plein de problèmes. Et donc là, on a pensé, bon, écoute, on va pas se mettre à une dispute on veut pas gaspiller notre temps aux tribunaux avec la SGAE, et donc on a changé notre nom en XNet. Mais entre-temps, on avait organisé les Oscars de la culture libre, qui était un grand festival avec 2000 personnes une fois par an à Barcelone. Oui, je l'ai lu aussi, ça. Est-ce que tu peux nous préciser, un petit peu raconter cette aventure, et à quoi qui étaient les lauréats de ces Oscars? Il n'y avait pas de prix, parce qu'on était contre les prix, mais on montrait tout ce qui se faisait avec la culture libre. Et donc vraiment, c'était pas des prix, c'était vraiment voir le travail. Donc on amenait du cinéma, de la musique, mais aussi de la science. Après, on faisait les fanatiques du copyright, donc toutes les slaps et les procès injustes pour empêcher les semillas, comment on dit ça, les graines. Donc toute la folie du fanatisme du copyright, et en même temps toute
la liberté, les choses qui étaient faites de l'autre côté. Et donc c'était 5 heures où les gens pouvaient voir du spectacle open source et très rigolo. Et les vidéos, ils sont online. Si quelqu'un a envie de les voir, ils sont encore très au jour parce que c'est encore le même problème en fait. Et ils sont très rigolos et ça peut donner des idées. Donc on a fait ça très longtemps. Et j'aimerais continuer à le faire, mais là, on est un peu trop occupé avec d'autres choses. Mais voilà, donc on a vraiment toujours fait des recherches et aussi des mises en scène pour transmettre tout ce qu'on découvrait d'une manière pour approcher à un public qui n'est pas forcément un public... c'est-à-dire les gens venaient voir les Oscars parce que c'est très, très rigolo et pas parce qu'ils avaient de l'amour pour le librisme, mais ça leur faisait avoir de l'amour pour le librisme parce qu'on expliquait le paradoxe de la culture qui ne circule pas. Oui, ça peut être une porte d'entrée en fait. Donc, moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que par exemple cet événement, il avait vraiment et à l'époque en Espagne, est-ce que ça avait une vraie portée ? Est-ce que c'était vraiment des militants un peu groupusculaires qui avaient très peu d'audience, ou il y avait vraiment un mouvement ? Là, on parle de Barcelone, donc en Catalogne, mais peut-être, mais en Espagne aussi en général. Oui, parce que vraiment cette histoire de la SGAE, de notre SACEM local, était très forte. En fait, finalement, on a réussi 2 ans après à que toute le board, les directifs de la SGAE se sont fait arrêter. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, la SGAE était très connue par tout le monde, non pas par les ghettos, sinon vraiment par tout le monde pour ses praxis autoritaires et voilà. En plus, un peu, elle demandait plus d'argent de ce qu'ils ne voulaient pour faire peur aux gens. Donc c'était vraiment. Donc ça, c'était populaire. Et donc, nous, on a un peu surfait c'était un moment particulier. En fait, nous, on a créé la SGAE parce qu'il y avait assez d'intellectuels sur le sujet. Et nous, on était un groupe où on était surtout des femmes. On était très peu, 3 ou 5, mais on voulait rentrer dans ces groupes qui s'occupaient de la culture libre. Et ces gros mecs-là... ils ne nous laissaient pas parce qu'on n'était que des petites femmes. Et donc on a dû créer notre propre organisation parce que les Big Fish ne nous laissaient pas... ne nous prenaient pas le téléphone, ne répondaient pas à nos questions. Par exemple, dans mon cas, pour la censure de mon vidéo. Dans le cas d'une autre copine, c'est parce que la SGAE lui avait fait une amende de 50 000 € qu'elle ne pouvait pas payer. Et donc, ils nous ont un peu snobés et pas considérés. Et donc, on a créé SGAE un peu parce qu'on n'avait pas de place dans les autres lieux, plus voilà, à la mode. Et donc la SGAE, notre organisation maintenant, c'est celle qui en fait a tenu, parce que quand ce n'est plus été à la mode, ces messieurs-là ont passé à autre chose. Et donc là, on a tenu, et c'est-à-dire nos spectacles ont beaucoup d'impact dans la presse, beaucoup d'impact par un public qui vient juste, voilà, parce que il voit qu'on fait ça sérieusement et pour s'amuser. Donc on a vraiment un impact qui va au-delà des personnes qui ont une connaissance et qui s'occupent au jour le jour du software libre, des droits numériques, etc. Merci. Alors, pour parler de bonnes nouvelles, entre guillemets, on est au mois de janvier et tu sais qu'au mois le 1er janvier, il y a beaucoup d'auteurs qui rentrent dans le domaine public. Oui. Alors, en Espagne, c'est aussi comme la France, c'est 70 ans après la mort des auteurs. Oui. Et en tout cas, on a eu cette année, il y a le peintre Henri Matisse, la peintre Frida Kahlo, l'auteur française Colette, voilà, qui sont entrés dans le domaine public le 1er janvier dernier. Et donc, leurs œuvres sont maintenant à disposition de tous. Merci. Alors, on a parlé pas mal un peu culture. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et ensuite, on enchaîne un peu plus sur activisme politique et numérique. D'accord, on y va. Eh bien, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Our Lives Change par Triad. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors je vais repasser la parole donc à Alexis Kaufmann qui fait l'interview Parcours libriste de Simona Lévy. C'est à vous. Oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai accepté d'ailleurs de faire cette interview? D'abord parce que non, je corrige. Tu as proposé l'interview. Ah non, c'est quelqu'un qui m'a dit c'est à toi. Je te propose de faire l'interview. Je crois que c'est Isabella. En fait, pour préciser les coulisses, donc Alexis effectivement a proposé qu'on interviewe Simona. Voilà. Et je lui ai dit, écoute, comme tu proposes, tu peux faire l'interview. Voilà. Merci d'avoir accepté, Alexis. Voilà, je l'ai fait avec grand plaisir. D'abord parce que ça m'amuse d'être entre guillemets de l'autre côté du micro, parce que ça m'arrive souvent d'être interviewé, et aussi parce que c'est Simone. Juste un petit mot, c'est qu'en fait avec Simone on se connaît peu parce qu'on s'est vu que 3 fois dans l'effervescence d'un événement, un salon comme ça autour du numérique. On s'est vu à Barcelone parce qu'elle m'a invité la première fois, à Amsterdam et à Paris. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'en ai parlé à Fred, j'ai dit tu peux l'écrire de ma part, c'est une amie. C'est-à-dire qu'on a dû se voir, on s'est vu 3 jours, en tout 3 heures, mais c'est vrai qu'il y a tout de suite une affinité, spontanément, un peu naturellement, et ça, comme parfois vous rencontrez des personnes et vous vous dites tiens, ça pourrait être ça pourrait être des amis de manière assez naturelle. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que je voulais aussi en savoir plus sur sa vie, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion sur ces 2-3 heures totales de parler de tout ça. Voilà, Simona. Tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Et je voulais peut-être partir à ce moment-là, peut-être du mouvement, de votre mouvement espagnol Occupy, c'est-à-dire du 15M, les mouvements des indignés, Puerta del Sol, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez exactement. En tout cas, c'est en 2011, on est d'accord, oui. Qui a été un événement quand même marquant en Espagne, où il y a eu beaucoup d'actions. Et toi, tu t'es impliqué? Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler de cette période et ce qu'il en a découlé? Et puis aussi, je sais que tu as, tu as aussi mis en place au niveau numérique des choses qui ressemblaient un petit peu à Wikileaks. Il faut peut-être que j'ai des bêtises, mais tu me corrigeras. Si, voilà, nous on a donc ouvert Xnet en 2008 et on a été voilà longtemps la référence ici par rapport à ce sujet. Et puis nous on venait déjà de tous les mouvements sociaux avant. On a été aussi avant le mouvement. Moi j'étais dans le mouvement contre la guerre évidemment, mais aussi le mouvement pour le logement, parce qu'il y a eu un très grand et très intéressant mouvement pour le logement digne de 2006 à 2008 en Espagne, très fort, très créatif, et Barcelone était très forte. On a fait des choses très intéressantes. Et voilà. Et donc, tout ça, en fait, moi, je crois que le mouvement des Indignados qui s'inspirait, qui prenait exemple, disons, de printemps arabe, en fait, de tous les mouvements de cette période-là, l'Occupy et tout ça, l'espagnol a été le meilleur, dans le sens le plus... c'était vraiment une proposition d'une nouvelle gouvernance et aussi très propositive, très indépendant dans la construction de gouvernance. C'était pas des demandes, c'était vraiment de l'action. Et je crois que c'est parce que il est né avec une très forte... Il est né par 2 chemins. Le mouvement du logement dont je parlais avant, et le mouvement autour de la culture libre par rapport justement à l'injustice de l'accès à l'information, l'accès à la culture, l'usage d'Internet comme alternative, et aussi parce que pendant le mouvement contre la guerre, il y a eu la bombe qui a fait 200 morts à Madrid, et par cette bombe, notre gouvernement et toute la presse défensaient que c'était une bombe pour cause interne, État, les terrorismes basques internes. ETA. Et en fait, toute la population, c'était juste 4 jours avant les élections, et donc toute la population, toute la presse, tous les partis politiques, tout le monde qui était institutionnel disait que c'était
terrorisme interne. Mais nous, la population qui nous avons lutté contre l'entrée de l'Espagne dans l'Alliance pour la guerre, nous savions que ce n'était pas ça. C'était à cause de notre participation dans la guerre et que c'était Al-Qaïda. Et donc, avec l'usage du téléphone, avec le fameux message viens dans les places parce que il nous ment, tout le monde nous ment, passe à l'eau, passe le message. Il s'est créé un mouvement vraiment dû au choc, mais qui vraiment comprenait comment utiliser la technologie d'une manière désintermédiée. Et donc, c'est pour ça que les Indignados ont travaillé beaucoup avec une grande facilité et sans nécessité d'avoir des super experts en technologie. Mais évidemment, on en avait, mais je veux dire, l'usage des technologies pour l'organisation autonome et pour construire des gouvernances sans demander du permis à personne, était vraiment très présent dans les Indignados. Et c'est pour ça que les Indignados, avant qu'ils soient cooptés et détruits par Podemos, qui avait toujours condamné les Indignados pour ne pas être assez marxistes, disons, assez obtus, assez dogmatiques de gauche. Donc Podemos est venu en disant que c'était eux les Indignados, quand nous qui sommes partis des milliers qui ont créé les Indignados espagnols, nous savons que eux, par contre, quand on leur a demandé de l'aide, ils ont rejeté. Et donc vraiment les gens se sont organisés sans des grands gueules, sans des grands personnages pour pouvoir, en utilisant l'internet, etc. Je dis tout ça parce que ça fait une vraie différence des Indignados par rapport à d'autres mouvements de la même période. Et donc à partir de cela, donc nous on a pris parti très longtemps de ce qui est la transformation sincère des Indignados dans des groupes de travail. Et nous, on a créé le groupe qui auditait Bankia. Bankia, c'était le 4e banque d'Espagne qui était présidé par le ex-ministre d'économie et ex-président du Fonds monétaire international, et qui avait reçu la moitié de tout le bail-out, comme on dit en français le bail-out, le rescue bancaire, donc de tous les millions d'argent public qui ont été envoyés aux banques pendant la crise. La principale, c'était cette banque-là qui était juste dirigée par le ministre d'économie, qui en fait nous avait mis dans tous ces problèmes. Et donc nous là on a commencé un projet qui a duré 8 ans et par lequel on a envoyé à prison, on a condamné 65 politiques et banquiers de toutes les couleurs, des Podemitas jusqu'à conservateurs, socialistes, les 2 principaux syndicats espagnols. Nous, on a ouvert le cas bancaire, le cas judiciaire, et on a aussi apporté à travers notre leaking box, pour que les gens nous envoient de l'information par rapport à cela. Voilà, c'est ça. Et de manière anonyme, hein, c'est ça? De manière anonyme, en utilisant Tor et tout ça. Moi, j'avais connu Julian et le Wikileaks avant qu'ils soient connus. Donc Julian Assange. Oui, au Chaos Computer Congress. Je les avais connus en 2010 et donc j'avais un peu appris ce qui était très nouveau à ce moment-là, l'histoire qui proposait Julian Assange. C'était très intéressant de travailler avec lui juste avant qu'après tout a un peu changé. Mais bon, c'était vraiment une révolution ce qu'il a commencé à proposer. Et donc nous, on l'avait mis en pratique dans ce cas-là. Et donc c'est par les informations qu'on a reçues dans cette leaking box qu'on a réussi à envoyer, non seulement envoyer 65 condamnations et 15 politiciens entre le ministre aussi en prison condamné à 4 ans et demi, ils en ont fait 2 et demi, mais quand même. Mais aussi on a réussi à rendre 9 000 millions d'euros à tous qui avaient perdu leur argent à cause de ces gens-là et de la crise bancaire. Un peu les Robins des Bois, quoi. Oui, et c'était
vraiment un dispositif technopolitique, c'est-à-dire en utilisant le librisme, l'internet et les possibilités de travailler d'une manière désintermédiée. Et quand tu dis nous, le nous, parce que quand tu dis des intermédiaires, ça veut aussi peut-être dire une gouvernance un peu en autogestion, un peu horizontale, etc. Comment vous étiez organisé? Ben justement, nous, je crois qu'on a appris du librisme la non-horizontalité, en fait. C'est-à-dire que talking is cheap, show me the code, depuis l'heure, nous, on a une méthodologie qui se base justement sur ça, c'est-à-dire personne ne peut entrer dans le corps des projets s'il n'a pas avant démontré en collaborant qu'il travaille, disons, et qu'il apporte vraiment des choses. Moi, je viens de la militance de gauche, de beaucoup d'assemblées, et je suis vraiment allergique à ça. Je crois qu'il faut faire, et c'est en faisant qu'on comprend vraiment ce qu'ils veulent dire le reste des gens. Et donc, je suis je défends beaucoup le douisme des communautés hackers. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit nous, on a commencé un groupe, moi j'ai appelé des amis et j'ai dit, écoute, moi je veux auditer et envoyer à la prison ce qui ont fait craquer le système bancaire et ont créé la crise en Espagne. Est-ce que tu veux participer? Et donc quelques-uns m'ont dit oui et d'autres m'ont dit non. Et comme ça, j'ai créé un core groupe avec des gens de pleine confiance qui s'est modifié par rapport dans tout le chemin de ces 8 ans. On a rencontré des super gens qui nous ont beaucoup aidés, que finalement ont été intégrés dans le core groupe par leur engagement, par l'évidence de leur engagement. Et puis, il y a eu aussi d'autres gens qui sont partis, d'autres qui se sont fait coopter par les partis politiques parce qu'on était très célèbres, parce que voilà, on a rendu pas mal d'argent à la citoyenneté, et donc tous les partis politiques voulaient dire que eux, ils étaient nous. Et quelques-uns, surtout nos avocats, ils se sont laissés toujours coopter. On a dû changer d'avocat tout le temps parce que les avocats n'étaient pas du corps, ils étaient payés, disons. Et ils se sont fait très facilement acheter par les méchants et par les partis. Et donc, ça dépend. Le nous a varié pendant les années. Et ici, le numérique, en fait, il est au service de la justice sociale. Hein, on peut dire ça comme ça. Et avec, je voulais un petit peu plus détailler ton action avec Xnet, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Moi, quand je t'ai connu, la première fois qu'on s'est vu, c'était à, je sais plus comment s'appelle l'ancien centre canin là, à Barcelone, mais en tout cas, c'était là où travaille Decidim. Peut-être que tu peux nous parler un peu de Decidim, parce que c'est un logiciel libre qu'on apprécie et dont on apprécie l'histoire particulière avec la mairie de Barcelone. Et puis peut-être le projet en éducation pour lequel on a travaillé un peu ensemble. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait vraiment technopolitique. C'est-à-dire, même le projet des banquiers a été possible que par l'Internet. Parce que les filtrations sans l'Internet et le leak inbox, c'était pas possible. On a fait le premier crowdfunding politique d'Espagne, et tout le procès qui nous a coûté 60 000 €, ce qui est très peu, mais également c'est beaucoup d'argent, ça a été fait par crowdfunding des personnes. Tous les advisors, l'aide qu'on a eu besoin, les personnes qui devaient tous les victimes et tout ça, sans l'Internet, ça aurait été pas possible. Et sans une utilisation d'outils libres, de structures d'Internet libres, ça n'aurait pas été possible. Et donc, dans cette période-là, on a aussi connu un de nos camarades dans ce moment-là, était la personne que maintenant travaille, c'est un peu un Alexis pour la mairie c'est quelqu'un qui vient de la militance, notamment avec nous, et par des différents parcours. Maintenant, il est le représentant du département d'innovation démocratique de la mairie de Barcelone. Et il est un peu une rara avis, parce que justement, lui, il a commencé à travailler toute la partie de participation, de comment on a fait, nous, la participation, un peu sur ce style-là, non, en disant, ce n'est pas vrai il faut pas mélanger la participation avec la liberté d'expression. Une chose, c'est que dans une assemblée, tout le monde peut parler, d'accord.
mais après il faut faire. Et donc il nous faut des outils online pour pouvoir travailler le matériel et le faire croître comme c'est un repositoire de GitLab ou online, non? Et la même chose avec la gouvernance et la création de projets qui ne sont pas uniquement que du code. Et donc lui, il s'est engagé à la création de ce Decidim, que c'est une plateforme open source de participation qui est maintenant utilisée par la ville de Barcelone, mais aussi par beaucoup d'autres institutions et aussi organisations civiles. Et lui, c'est celui aussi que nous a permis, parce que nous, en 2019, un groupe de familles est venu nous voir en disant que toute l'éducation était par Google dans l'école et qu'ils devaient signer la permission pour leurs enfants d'être googlisés depuis l'âge de 4 ans, avec un Gmail, avec voilà la googlisation totale. Et donc là, on a commencé à travailler sur une alternative ce qui ont fait les open tenders pour que des entreprises de software libre, parce que nous on prend pas de l'argent institutionnel quand on est les consultants du gouvernement. Donc on a demandé au gouvernement de faire la possibilité de créer un software qui ne soit pas que un single sign-on de outils alternatifs à la suite Gmail, mais qui était aussi une manière de intégrer toutes les pièces, par exemple en utilisant une seule librairie pour le WordPress, le Nextcloud, le Big Blue Button, etc., toutes dans une seule librairie. Et donc là, on est encore en train d'avancer sur ce prototype qui fonctionne dans 6 écoles de Barcelone. Et là, probablement, la Catalogne, j'espère, ils ont signé un accord qui ne veut rien dire, parce que signer, c'est une chose, et faire les choses, c'est une autre. Mais on espère que la Catalogne veut s'adhérer et aider au logiciel à croître pour 50 centres plus, et pour qu'on puisse le terminer, parce qu'il n'est pas encore terminé. Oui, voilà, parce que en fait, la problématique, c'est que donc il y a des établissements scolaires à Barcelone et autour qui ont choisi, ou elles n'ont pas forcément choisi Google, mais en tout cas, elles se sont retrouvées avec la suite Google, la Google Education, tout intégré. Et donc là, la problématique, c'est comment proposer non seulement une alternative, mais un outil, mais aussi qui facilite la migration, donc pour que ce soit pas trop violent d'un outil à l'autre, et donc ce qui ressemble un petit peu aussi à l'interface. Il y a tout un travail de UX et de design, etc., pour que cette migration puisse se faire sans trop de difficultés. Et c'est très impressionnant le travail qui a été effectué. Alors, et donc, au niveau du succès, où est-ce que vous en êtes? Donc on en a marre, parce qu'en Espagne, je crois que c'est un peu différent chez vous, pour ce que je vois. En Espagne, chaque fois qu'on change un gouvernement, tous les directeurs généraux disparaissent aussi. C'est-à-dire et comme on change de gouvernement tous les 3-4 ans, parce que souvent ça tombe avant les gouvernements, tu as juste le temps d'expliquer à un directeur général ton truc, qu'il est tombé et il est change. Oui. Non, je comprends, ça aide pas, parce qu'on a des interlocuteurs différents à chaque fois et on n'arrive pas à stabiliser justement et à pouvoir être soutenu. Mais justement, tu vois, là tu me parles d'une activité associative avec XNet, mais je crois que tu as aussi été plus ou moins officiellement conseillère au sein du gouvernement national ou de Catalogne ou municipal. Enfin, tu as eu des fonctions officielles de consultant. De temps en temps, je suis consultante des gouvernements, pas trop, seulement les gouvernements très intelligents qui savent que... Je n'en doute pas. Que savent que les gens qui sont très problématiques, parce qu'ils vont les critiquer, veut mieux les intégrer au lieu que les laisser dehors. Et donc, mais ça ne marche pas non plus. Par exemple, j'étais consultante dans les 2 charters des droits numériques. Maintenant, il y a la mode de faire les charters pour les gouvernements et pour les droits.
Oui, les chartes de droit numérique. Ils ont découvert le numérique il y a 2 ans dans le sud d'Europe et donc ils font les chartes du numérique sans même lire les chartes que depuis 20 ans, ou 30 ans, même 40 ans, la société civile a déjà fait. Donc c'est pas la peine qu'ils inventent rien du tout. Mais donc ils m'ont intégré par exemple dans ces chartes-là pour éviter que je les critique probablement, mais ça n'a pas marché parce que je les ai critiqués également. C'est très merdique. La charte des droits numériques du gouvernement espagnol, c'est vraiment rétrograde et très réactionnaire. La catalane est pas mal. Elle est un peu simple, mais elle est beaucoup plus respectueuse des droits. Mais donc voilà, je suis pas très souvent, mais par contre dans la ville de Barcelone, oui, et aussi à niveau de Catalogne, je suis souvent dans les médias. Je travaille beaucoup avec la ville de Barcelone pour faire par exemple les Leaking Box de Tor et des choses comme ça. Je participe. Donc tu fais des actions de plaidoyer, d'advocacy en tout cas. Alors il nous reste 5 minutes. Moi je voulais aussi te poser la question parce que moi je suis professeur et je sais que tu exerces aussi, tu es à l'occasion ou peut-être que tu es aussi actuellement professeur à l'université, dans les universités de Barcelone. Alors tu y fais quoi et qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux étudiants, à la jeune génération? Voilà, donc moi, avec cette méthodologie, disons, que nous avons inventée pour faire les dispositifs citoyens qui partent de l'application de basically, talking is cheap, show me the code. On a, disons, dessiné une méthodologie d'action qui n'est pas horizontale, n'est pas verticale, mais qui est plutôt inspirée par l'action et par une méritocratie autour de l'engagement et aussi des capacités de chacun. Et donc j'ai dessiné un poste de grille un poste grade de 2 mois et demi, un cursus ouvert à tout le monde en fait, qui donne en tout cas un diplôme universitaire de technopolitique et droit dans l'ère numérique, qui est un peu pour aider à l'action civile en utilisant un peu la philosophie hacker et les outils online pour la transformation sociale d'une manière plus positive et moins tourmentée que la pure horizontalité, disons. Merci. Et je voulais aussi qu'on parle de ton dernier livre, Fake You, hein, c'est ça? Un guide activiste pour vaincre la désinformation. J'aime bien aussi le sous-titre Don't blame the people, don't blame the internet, blame the power. Hein, est-ce que tu peux nous en dire plus et quelles sont ses intentions, quel est l'objectif? Est-ce que ce livre se diffuse bien et est-ce qu'on peut lancer un appel pour le traduire en français? Si, s'il vous plaît, lançons un appel pour le traduire en français. Là, je l'ai traduit en anglais et je l'ai update. En fait, c'est un livre de 2019 que j'ai fait justement avec les participants du cours. Et c'est parce que, donc, nous, on a la seule vraie solution pour la lutte contre la désinformation qui ne touche pas la liberté d'expression. Et il est dans ce livre. Donc, il faut vraiment que ce soit diffusé. Et pratiquement, on dit basiquement que la grande désinformation, c'est les institutions qui la génèrent, c'est surtout les partis politiques et les grands acteurs avec beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre une viralisation qui n'est pas que dans l'Internet, mais qui est aussi à la télé, partis politiques, propagande, etc. Et que donc, on culpabilise l'Internet de quelque chose qui en fait est la propagande de toujours, avec les acteurs de toujours, et que donc les lois doivent être des lois qui obligent les institutions à un devoir de vérification, non pas de véracité, parce que ça c'est que les dieux qui peuvent dire ça, mais les humains, ce que nous pouvons nous assurer que les grands émisseurs qui mettent de l'argent pour la viralisation aient vérifié ce qu'ils racontent. Et s'ils ne l'ont pas fait, on pourrait leur donner des amendes ou fermer les partis politiques ou faire des sanctions, comme quoi on réduirait drastiquement la désinformation qui circule massivement, non seulement dans l'Internet, mais surtout dans nos propres médias, dans nos propres institutions et dans nos propres partis politiques. En tout cas, ça nous a donné envie de le lire puisque c'est la solution, as-tu dit? Ah oui. L'entretien touche à sa fin. Je voulais te demander d'abord s'il y a un sujet
qui te tenait à cœur et qu'on n'a pas abordé ? Non, ça me fait très plaisir qu'on ait eu cette conversation. Je crois que voilà, moi j'ai appris pendant mes années de militance qu'avant je croyais que le monde était divisé en les bons et les mauvais. Et par contre, c'est pas comme ça. C'est que il faut chercher les personnes, les espaces, les petits espaces qui se créent et qui sont vraiment engagés pour lutter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en théorie, sont les bons gens, mais qui ne sont pas là pour vraiment travailler pour changer les choses. Et donc, le fait que moi et Alexis, on se voit très souvent sur ce truc, ça fait toujours plaisir de trouver des gens qui sont en train de lutter aussi et de faire des choses. L'organisation April, moi, je la connais même. Je me souviens, en fin d'année, j'étais en fin d'année à Paris, organisé par la Quadrature, où il y avait beaucoup de gens de l'April et on a beaucoup dansé ensemble. Et donc, je crois que c'est toujours un plaisir que tous ces lieux encore existent et résistent. Et avec en plus des passions, des bonnes passions. Aujourd'hui, j'ai appris de la musique que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Continuons à danser ensemble alors, Simona, et à très bientôt. Danser ensemble. À très bientôt. Merci Simona, merci Alexis, c'était un plaisir partagé. Effectivement, vive la joie militante. Voilà. Juste avant de passer au sujet suivant, tout à l'heure Simona parlait des changements de direction dans les grandes administrations. Il y en a un qui ne bouge pas, c'est Audran Le Baron, qui est toujours directeur du numérique pour l'éducation. Je renouvelle à Alexis et à Audran Le Baron l'invitation à venir s'exprimer dans Libre à vous, avec toi Alexis évidemment, pour parler de logiciels libres dans l'éducation nationale et de ressources libres. Merci Alexis en tout cas. Merci. Nous allons faire une pause musicale rapide. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Benjamin Bellamy sur la blockchain. Nous allons écouter, peut-être pas entièrement, Flamengo par Cyber SDF. On se retrouve dans quelques instants. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Alors nous avons passé un mode tapis, nous avons mis un petit terme rapide à la musique, ça s'appelle Flamengo par Cyber SDF, n'hésitez pas à écouter, la musique est disponible sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavou.org/231 et donc Flamengo est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Benjamin Bellamy, le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, Benjamin devait nous parler des blockchains, mais je vois qu'il est venu avec des dés de jeux de rôle. Je crois donc qu'il va nous parler de Donjons et Dragons. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric, alors pas tout à fait, c'est d'un autre jeu dont je vais vous parler, le Monopoly. Mais le Monopoly, ça se joue pas avec des dés à 10 faces ? Alors figure-toi que si tu veux être à la page en 2025, si. Bon, vous l'avez deviné, une fois encore, je vais abuser de moult métaphores pour vous expliquer un truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous. Car j'aurais pu vous dire qu'une blockchain, c'est un registre distribué avec des blocs validés organisés dans une chaîne séquentielle en ajout uniquement avec l'aide de liens de hachage, comme le définit l'ISO, mais je vous aurais perdu en 30 secondes. Alors vous êtes prêts ? Prêts.
Fermez les yeux et imaginez des élèves en train de jouer au Monopoly. Mais ils ont perdu les billets, donc avec du papier, des crayons de couleur et des ciseaux, 3 élèves fabriquent 10 billets toutes les 10 minutes. Comme c'est eux qui prennent la peine de les fabriquer, ils les gardent pour eux bien sûr, et ils effectuent des transactions avec les autres pour leur acheter des rues. Quant aux autres, ils sont contraints de leur vendre leur goûter contre des faux billets de Monopoly pour pouvoir commencer à jouer. Puis, comme on est quand même au XXIe siècle, ils décident de remplacer les billets en papier par une blockchain. Bingo! Car justement, ils ont entendu qu'une des propriétés des blockchains, c'était de s'affranchir de tout tiers de confiance. Or, ça tombe bien, depuis qu'ils ont perdu leur goûter, ils ne font plus confiance à personne. Donc ils créent leur blockchain. Pour savoir combien à chaque élève, ils décident de noter chaque transaction sur les pages d'un cahier. Par exemple, Claude donne 2 à Gabriel et Gabriel donne 1 à Michel. Toutes les 10 minutes, ils regroupent les transactions passées sur une page et en bas de page, ils mettent un coup de tampon. Le tampon, c'est le hachage, la page, c'est le bloc, le cahier, c'est le registre. Mais comme personne ne fait confiance à personne, et surtout pas au professeur, ce communiste qui pourrait abuser de son autorité, tout le monde peut avoir une copie complète du registre, une copie synchronisée. Note bien que dans le registre, on peut ajouter des transactions, mais pas en enlever. Ajout uniquement, on a dit. Toutes les 10 minutes, donc, tous les élèves de la classe qui veulent passer une transaction vont l'écrire au tableau, reste qu'à recopier dans le nouveau bloc. Ok, mais puisque personne ne se fait confiance, qui écrit le bloc dans le registre ? Ah, mais quelle excellente question. Effectivement, il faut décider qui va écrire dans le registre, et c'est bien le plus gros problème. Si tout le monde faisait confiance au professeur ou à n'importe quel élève, c'est lui qui tiendrait le registre et on n'aurait pas besoin de blockchain. Mais là, personne n'a confiance en personne, donc pas le choix, on va le faire à tour de rôle pour chaque bloc. Imaginons que nos 3 élèves de tout à l'heure se portent volontaires pour tenir le registre. Ah bah du coup c'est facile, il suffit de tirer au sort. Ah, eh ben non, pas du tout. Tirer au sort, ça impliquerait que quelqu'un fasse le tirage au sort, donc quelqu'un en qui tout le monde a confiance. Et justement, il n'y en a pas. Ah, comment on fait ? Il y a plusieurs solutions plus ou moins efficaces et plus ou moins fiables. Ils choisissent la plus fiable, celle utilisée pour le Bitcoin, et elle est assez ingénieuse. Comme on nage en pleine métaphore, je vais simplifier énormément, mais ça nous permettra de piger le système. Donc 3 élèves se sont portés volontaires pour écrire dans le registre. T'as deviné, eux, c'est des mineurs. Chacun regarde le tableau, choisit les transactions qu'il souhaite écrire dans le prochain bloc. Il peut y avoir trop de transactions pour que tout tienne dans un seul bloc, donc il faut bien choisir. Chaque mineur a son bloc prêt, on a 3 mineurs, donc il faut choisir lequel des 3 blocs va être inscrit. Et sans personne pour tirer au sort. C'est ça. Et l'idée de génie, pour choisir, c'est de demander aux mineurs une preuve de travail. Une preuve de travail, ça veut dire quoi ? Imagine, chaque mineur a préparé son bloc avec les transactions qu'il a choisies. Il fait la somme des montants de toutes les transactions de son bloc, puis il garde que les 2 derniers chiffres. Il obtient donc un nombre A compris entre 1 et 100. Puis, muni de 2 dés à 10 faces, mes fameux dés, il lance 2 dés, un pour les dizaines, un pour les unités. Il obtient un second nombre B, lui aussi compris entre 1 et 100. Si ces 2 nombres A et B sont différents, eh ben c'est raté, il relance les dés. Et le premier des mineurs qui réussit à avoir 2 nombres égaux crie « J'ai trouvé !» Il communique à tout le monde son bloc et le résultat de son tirage. Tout le monde vérifie que tout est conforme et bam, le mineur est élu, il écrit son bloc et on synchronise toutes les copies. Donc en fait, la preuve de travail, c'est juste un lancer de dés. Pour ainsi dire, oui. Mais là où c'est vraiment futé, c'est que si un des mineurs voulait tricher, en se faisant passer discrètement pour 12 mineurs différents, en se disant qu'il va augmenter ses chances de gagner, eh bien il va rien gagner du tout. Il a que 2 mains, donc il va pas pouvoir faire plus de tirages, donc il aura toujours exactement le même nombre de chances d'être élu. Alors, mais si on prend 30 millions au lieu de 3, globalement on aura quand même plus de chances que l'un des mineurs trouve plus vite, non ? Ouais, et l'astuce, c'est que les règles de la blockchain disent que la complexité augmente avec le nombre de mineurs. À 30 mineurs, par exemple, pour le premier nombre A, on va prendre les 3 derniers chiffres de la somme des transactions du bloc, et pour le deuxième nombre B, chaque mineur devra lancer 3 dés à 10 faces. Et à 300 mineurs, on prend les 4 derniers chiffres à 4 dés. C'est ça, t'as tout compris. Plus le nombre de mineurs croît, plus le tirage au sort devient complexe et au final, la probabilité totale que quelqu'un trouve en 10 minutes reste la même. Mais le travail fourni par tous les mineurs, y compris ceux qui perdent, devient colossal. Remplace les dés par des calculs informatiques et t'as la consommation électrique d'un pays entier. Oui, mais il y a quand même 2 choses que je ne comprends pas. 1. Quel intérêt ont les mineurs à se fatiguer à lancer des dés pour écrire des transactions des autres, ou même pour rien ? Et 2. Qu'est-ce qui garantit que les transactions inscrites, recopiées du tableau, sont authentiques ? C'est-à-dire que les informations de la blockchain reflètent bien la vie réelle. Alors, pour motiver un mineur, c'est très simple, on va le payer à chaque fois qu'il est choisi pour écrire un bloc. Sinon, effectivement, on n'aurait pas de mineur et donc pas de blockchain. Et qu'est-ce qui garantit que les informations de la blockchain reflètent la vie réelle ?
Rien. C'est tout à fait impossible quand tu ne fais confiance à aucun tiers pour certifier une écriture. Donc on fait tout ça pour rien ? Une blockchain peut garantir que ces transactions ont bien été écrites, et c'est tout. Pas qu'elles représentent un événement réel. Donc le seul et unique cas où les transactions de la blockchain sont authentiques, c'est quand elles se suffisent à elles-mêmes. On dit que les transactions d'une blockchain sont performatives. En clair, une blockchain garantit juste qu'on a bien écrit une transaction dans une blockchain. Elle ne garantit jamais la signification que cette transaction pourrait avoir dans le monde réel. Donc c'est ça qu'on reproche aux blockchains ? Paradoxalement, pas vraiment. Ce qu'on entend en général, c'est que le choix du mineur pour écrire un bloc est très énergivore. En effet, n'importe quel système de transaction sans blockchain avec un tiers de confiance, une banque, un État, une place de marché ou autre, sera toujours infiniment plus économe et efficace. Mais c'est pas le plus problématique à mon sens. Le pire, il me semble, c'est qu'on rattache presque toujours une blockchain au monde réel. Or, stocker n'importe quelle information du monde réel dans une blockchain n'a absolument aucun sens. Un diplôme, par exemple, a forcément un tiers de confiance. C'est l'établissement qui le délivre. Et il n'y a donc aucun intérêt, j'insiste bien, aucun intérêt à le mettre dans une blockchain. Idem pour les passeports, les billetteries, les certificats de traçabilité ou autres. Tout ça, c'est du caca de taureau. Carrément. Oui, et c'est pas tout, car les blockchains ont encore bien d'autres défauts structurels. Le nombre de transactions par seconde est ridicule. Pour le Bitcoin, par exemple, c'est 7 transactions par seconde maximum pour l'ensemble de la planète. Les frais de transaction sont incontrôlés. En ce moment, il faut compter environ $2 par transaction pour le Bitcoin, ce qui est prohibitif, mais ça a déjà dépassé les $100. La volatilité des prix pose aussi de gros problèmes. Et ça en fait une réserve de valeur très risquée. Et puis surtout, ça en fait un intermédiaire des échanges peu adapté. On se souvient que la toute première pizza achetée en 2010 l'avait été pour 10 000 bitcoins, soit quasiment $1 milliard au cours actuel. Au passage, j'espère qu'elle était bonne. On parlera ainsi de crypto-actifs plutôt que de crypto-monnaie. Et puis enfin, les blockchains n'autorisent pas les erreurs. Les corrections sont impossibles. Si vous effectuez une transaction vers la mauvaise adresse, voire vers une adresse qui n'est utilisée par personne, il est impossible de l'annuler, c'est perdu à jamais. Mais quand tu disais que c'est énergivore, c'est pas totalement vrai. Par exemple, j'ai entendu que certains acteurs utilisent l'énergie thermique du minage pour se chauffer. Donc il existe bien des pistes pour des blockchains plus vertueuses, non ? Alors d'abord, ça sera toujours moins écologique qu'un système sans blockchain. Et d'autre part, en fait, non. Pas du tout. Le minage écologique est un mensonge au sens même de la blockchain. Reprenons la métaphore des lancers de dés. Imagine que l'un des mineurs possède en parallèle une entreprise qui justement réalise des vidéos de lancers de dés. Et vend ces vidéos parce que pourquoi pas, il y a un marché pour tout. Ça lui permet de jouer sur 2 tableaux. Chaque lancer lui permet de miner et en même temps de faire commerce de vidéos. Donc je suis d'accord, le minage n'est plus un gaspillage pur. Mais en faisant cela, il s'octroie un avantage sur les autres mineurs. Il va pouvoir miner plus et potentiellement tellement qu'il va finir par écrire tous les blocs ou même créer des versions concurrentes de la blockchain pour s'autoriser des doubles dépenses. La conséquence, c'est que ça va entamer la confiance dans le système. Or, la preuve de travail n'existe que pour instaurer la confiance. Ainsi, tout gain parallèle qui limite le gaspillage du minage réduit la confiance et, in fine, détruira le système. Pour qu'une blockchain fonctionne, il est indispensable que le minage soit coûteux et inutile. Et aujourd'hui, le minage du Bitcoin consomme en continu environ la production de 10 centrales nucléaires pour 7 transactions par seconde max. Ça fait cher le tirage au sort. Bon, en bref, ce que tu dis, c'est que les blockchains ne servent à rien. Comment tu expliques leur succès alors ? Alors, je dis pas qu'elles servent à rien. Je dis juste que j'ai encore jamais vu de cas où elles étaient utiles, hormis celui de tenir un registre de transactions en crypto-actifs dans le but exclusif de créer une bulle spéculative. Mais après, je reconnais que ça reste une technologie assez fascinante. Regarder une blockchain tourner, ça a un côté hypnotique. Alors imagine si en plus tu investis ton argent, tu vas suivre son évolution avec un intérêt tout particulier. Donc finalement, tu ne nous conseilles pas d'y investir nos économies ? Finalement, pas trop, non. Pour faire simple, les crypto-actifs ne servent principalement aujourd'hui qu'à alimenter une gigantesque pyramide de Ponzi. Tant qu'il y a des acteurs, ça continue de gonfler. Elle va atteindre les 2000 milliards de dollars en Bitcoin. Elle va atteindre les 2000 milliards de dollars en Bitcoin. Au passage, ça veut dire que virtuellement, on a donné 2000 milliards de dollars aux mineurs juste parce qu'un algorithme les a tirés au sort. C'est quand même une sacrée loterie et ça me laisse plutôt perplexe. Alors, quand je vois un fonds d'investissement comme BlackRock investir en masse dans les crypto-actifs, ça me choque pas, ces gens-là n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire un maximum de pognon. Alors pourquoi pas avec une Ponzi, ils sont dans leur rôle. En revanche, quand des institutions et des banques nationales se lancent dans les blockchains, là, je me dis que la blockchain est vraiment un truc que presque personne n'a compris et que quand elle aura fini de cramer la planète pour rien,
ça nous concernera vraiment toutes et tous, et qu'on n'est pas sorti du sable, et qu'on n'a pas fini de devoir expliquer comment ça fonctionne vraiment. Ce que j'espère avoir fait aujourd'hui. Écoute, merci Benjamin pour ces explications. On te retrouve le mois prochain, en février 2025. Et d'ici là, au Paris Radio Show à la Bellevilloise le 29 janvier pour un enregistrement de ton podcast RDGP Rien de grave patron, qu'on retrouve sur le site rdgp.fr. Également au FOSDEM à Bruxelles le 1er février pour parler de podcast 2.0. Donc le FOSDEM, ça se passe au premier week-end de février à Bruxelles. C'est un groupe des libristes du monde entier. Donc beaucoup de choses se passent en anglais. Et à Alpes OSS, donc ça doit être Alpes Open Source Software, je pense, donc logiciel libre dans les Alpes, à Échirol le 20 février pour parler de Castopod, donc ta plateforme d'hébergement de podcasts dans le fait divers, et de logiciel libre pour les podcasts. Merci Benjamin. Merci Frédéric. Alors il nous reste très peu de temps, on va finir par quelques annonces. Alors, dans les annonces, eh bien, du côté de la Suisse, les rencontres hivernales du Libre 2025 auront lieu du 24 au 26 janvier à Saint-Sergue. Les 100 pages est un projet de la version francophone de Wikipédia dont le but est de lutter contre les déséquilibres de genre sur les articles de l'encyclopédie. Donc, il y a un atelier Wikipédia avec les 100 pages samedi 25 janvier 2025 de 14h à 18h. À Paris. Pour les détails et liens utiles, vous allez sur la page libreavou.org/231. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent l'émission. La prochaine soirée radio ouverte donc aura lieu le 7 février 2025 et lors de cette soirée, il y aura une émission un peu spéciale consacrée aux coulisses de la radio. Et pour le 7 février, nous aimerions vous entendre, auditrices ou auditeurs de la radio de Libre à vous. Si vous accepteriez de parler quelques minutes de ce qui vous plaît dans l'émission, de vos attentes, contactez-nous. Vous pouvez intervenir depuis le studio ou à distance. Pour nous contacter, vous allez sur le site causecommune.fm dans la fiche consacrée à Libre à vous, ou vous pouvez également aller sur le site libreavou.org. J'en profite aussi pour signaler que la radio Cause Commune a lancé une campagne de financement participatif indispensable à son fonctionnement pour payer le loyer, les frais d'émetteur, les serveurs. Mais la radio souhaite également aller plus loin et avec votre soutien, équiper un second studio. Second studio qui permettra de proposer des services de location et des ateliers pour des projets audiovisuels, mais surtout qui sera mis à disposition gracieusement au service de collectifs et de personnes qui défendent leurs droits et portent des luttes qui profitent à l'émancipation de toutes et tous. Pour faire un don, rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton don. Vous pouvez faire un don ponctuel ou encore mieux, un don récurrent. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Simona Lévy, Alexis Kaufmann, Benjamin Bellamy. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Et ces personnes vont avoir un petit peu de travail avec l'émission du jour. Donc je salue tout particulièrement Julien Haussmann qui s'occupera de la post-production de ce podcast. Je salue également le reste de l'équipe, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Languin. Et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/231 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez également nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Le numéro 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 janvier 2025 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le collectif Alpes Numérique Libre qui regroupe des collectivités. C'est mon collègue Étienne Gonu qui gère aujourd'hui la régie qui aura le plaisir d'animer cette émission. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 janvier et d'ici là, portez-vous bien.